Blum, bonjour, comment ça va? Baruch Hashem, chez toi. Ça va, Baruch Hashem. Il fait beau, il fait chaud, tout va bien. Ok, chez nous, on se prépare à l'hiver. Donc, l'hiver au Canada, c'est un peu différent de comme chez vous en Floride. Ok, on sait parce qu'on a plein de Canadiens qui viennent chez nous pour l'hiver. Voilà. En fait, cette année, vous aurez beaucoup moins de Canadiens qui viennent chez vous à cause de Corona. Exact, Donc, exact. on s'occupera d'eux pendant qu'ils sont ici. Ah, c'est gentil, merci beaucoup de s'occuper des Canadiens. Ok, ok. Alors, d'abord, est-ce que tu peux te présenter ta famille? On va partager une photo, 30 secondes, et que on s'occupe de ça au niveau technique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, moi, je suis né à Paris et j'ai grandi en France. Mhm. Ma femme est de New York et donc on a déménagé ici en 1996. Tous mes enfants sont nés ici. On est venu ici en Shlichut comme un jeune couple. On a cinq enfants qui sont nés ici au Canada, un garçon et quatre filles. Et donc, le Canada est vraiment devenu notre maison. Je pense que ça, c'est une des choses que le rabbi a institué dans la Shlichut, c'est qu'il y a il y avait beaucoup d'autres organisations juives qui envoyaient des shluchim dans des différents endroits, mais c'était une Shlichut qui était limitée à 1 an, 2 ans, ou peut-être même 5 ans. Ce que le rabbi vraiment a institué, c'est qu'il voulait que ces shluchim deviennent, qui fassent partie de leur communauté. Et donc, on est ici à Ottawa, mais bientôt pour 25 ans. C'est vraiment, tous mes enfants sont nés ici. Donc, ça, c'est vraiment maintenant notre maison. Ok. C'est qu'il y a toujours cette. J'ai entendu toutes sortes de shluchim, même si l'idée, je pense que le rabbi voulait qu'effectivement qu'on fasse partie de la communauté. Des shluchim qui faisaient tfilat derrière tous les jours, en shlichut, et d'autres shluchim, dès qu'ils sont arrivés dans le pays, qui ont pris la nationalité du pays en disant le rabbi veut que je sois là, c'est ma communauté, et j'y reste. Et... Et je pense que les deux choses sont importantes. Les deux attitudes sont importantes. J'ai reçu un coup de fil il y a peut-être 6 mois de ça d'un des nouveaux rabbins ici en ville. Et il voulait savoir est-ce que c'est vrai que quand un shliach il déménage dans un endroit, il achète un caveau pour être enterré dans l'endroit où il est en shlichut. Ouais. Donc, c'était une question intéressante, mais c'est une question qui explique l'attitude que les shluchim ont quand on déménage dans un endroit. Ça devient vraiment notre endroit où on construit une famille, on construit une communauté, on fait partie de la communauté. Bien sûr, ouais, bien sûr. Alors, Ottawa, on parle français? Donc, Ottawa, c'est la capitale du Canada, pour ceux qui ne le sachent pas. Donc, comme c'est la capitale et le français, c'est une des langues officielles du pays, tous ceux qui travaillent pour le gouvernement, ils doivent être bilingues. Donc, comme c'est la capitale, il y a une grande majorité d'habitants de la ville qui parlent français. Et tous ceux qui travaillent dans le centre-ville, qui ont à voir à faire avec des différentes j'oublie mon français, tu vois, je suis... Donc, ça répond à ma question. D'un côté, c'est l'Ontario. On fait partie de la province de l'Ontario, donc on parle anglais, mais les anglophones d'Ottawa, ils doivent aussi parler français. Donc, tous les différents réseaux du gouvernement, les différents groupes, ils doivent parler français aussi. Donc, Ouais. quand même, je pratique un petit peu mon français. D'accord, avec le gouvernement, ok, super. Ta femme parle français aussi? Voilà. Donc, ma femme, c'est une histoire très intéressante parce que ma femme a grandi à New York. Donc,
le français, c'était pas du tout, elle avait aucun background dans le français. Ce qui est intéressant, c'est que mon beau-père, il faisait beaucoup de business avec la France et avec le Brésil. Donc, il voulait toujours que ses enfants, ils apprennent les langues. Donc, ma femme, c'est une des plus âgées de la famille. Donc, pendant l'été, il l'a envoyée dans une école française pour apprendre la langue française à Manhattan, sans savoir qu'à la fin, elle se marierait avec quelqu'un de France. Et bon, ça nous prouve vraiment que le concept d'Ashgacha Pratit, c'est vraiment Dieu qui fait les choses. Exact. Quand on s'est marié et puis on passait du temps à Paris chez mes parents, elle pouvait être autour de la table et comprendre ce qui se passait à table et participer à la La conversation. conversation. Donc, c'était une ashgacha qui est vraiment venue de Dieu, quoi. Super. Baruch Hashem. Alors, pourquoi la shlichut? Pourquoi partir en shlichut? On va avoir un bon travail à Manhattan, tranquille. Alors, pourquoi partir en shlichut? Parce que quand on grandit autour du rabbi, le rabbi nous a inspiré que Dieu nous met sur terre pour essayer de faire le monde un endroit plus bon, un endroit qui est beaucoup plus in tuned, qui avec tu dois m'aider avec les traductions là. Avec la sensibilité que Dieu, de l'existence de Dieu. Et c'est pour cela que le rabbi, quand il a commencé à envoyer ses shlochim partout, c'est qu'il voulait vraiment qu'on aille dans tous les coins du monde pour essayer de trouver chaque juif et les inspirer dans la Torah et les mitzvot, et de vraiment d'emmener la lumière de la Torah dans tous les coins du monde. Donc, premièrement, avoir grandi dans une famille à Paris qui était, même que mon père n'était pas officiellement un chaliar, mon père était un professeur de maths, mais tous les temps qu'il avait libre après l'enseignement, c'était toujours de donner des cours, des conférences. Chez nous à la maison, on avait toujours 20-30 personnes autour de la table pour Shabbat. Donc, j'ai vraiment grandi avec cet esprit d'être là pour les autres, d'inspirer les autres. Donc, quand je devais établir ma famille à moi, j'ai décidé que ça, c'était ce que je voulais faire aussi. Okay, bravo. Et comment alors est-ce que tu es arrivé à Ottawa? Donc, je suis arrivé à Ottawa, j'avais un ami qui était le fils du grand chaliar qui était ici. Malheureusement, il est décédé il y a quelques années, Rabbi Berger, Mordechai Berger. J'étais ami avec son fils et je venais de me marier et on était aux fiançailles d'une de ses filles qui s'est fiancée avec un ami à moi aussi. Et puis au L'Chaim, on discutait, il m'a demandé qu'est-ce que tu fais, etc. Je lui disais que je cherchais une shlichut. Ce qu'il avait fait, lui, à Ottawa, il avait ouvert une école française. Donc, c'était une école juive, école maïmonide, mais c'était une école francophone, comme beaucoup de gens qui déménageaient à Ottawa, de Montréal, de Toronto, pour travailler pour le gouvernement, voulaient que leurs enfants aussi parlent la langue française, comme ça leur donnera des opportunités pour le futur. Donc, il a ouvert une école juive française et puis il cherchait un directeur pour les études judaïques qui parlaient français. Donc, c'était une combinaison. Je cherchais un endroit où ouvrir un centre Chabad. Donc, ça m'a donné l'occasion de venir travailler pour l'école de mi-journée et puis d'établir un Bet Chabad dans une communauté, dans une petite banlieue d'Ottawa. Alors, parle-moi un peu de la communauté juive à Ottawa. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, la communauté juive d'Ottawa, elle a 15 000 juifs. On a 15 000 juifs. Il y a deux écoles juives. Il y a une école qui est dirigée par la communauté. Ils ont à peu près 200 élèves. C'est beaucoup moins. Quand je suis arrivé ici, ils avaient 500 élèves. Et puis, il y a aussi une école qui est un peu plus orthodoxe.
où tous les rabbanim, tous les chazanim, ils envoient leurs enfants, les familles qui font tchouva. On a à peu près une centaine d'élèves dans cette école-là. Donc ça, c'est l'école Maïmonide dont tu parlais? Donc, l'école Maïmonide n'existe plus. D'accord. Il y a à peu près 7-8 ans que l'école Maïmonide elle a fermé. Et puis, ils se sont rassemblés avec une autre école orthodoxe qui est ici, qui s'appelle Torah Day School. Donc, il y a une seule école. Donc, il y a 2 écoles maintenant. La communauté, elle est pas très affiliée. Donc, il y a 4 ou 5 shuls orthodoxes. Il y a une grande shul conservative et un temple réforme. Mais il y a plus de 50% de la communauté qui ne sont pas affiliés du tout avec une shul, avec les institutions juives. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, je vois. 15 000 juifs, ça correspond à combien de personnes par rapport à la communauté en général? Il y a la ville et Donc, la ville, à Ottawa, il y a 1 million de juifs. 1 million de juifs ou de personnes? 1 million de personnes, je m'excuse. Ouais. Okay. 1 million de personnes, donc 15 000 juifs. D'accord, ok. Et au niveau, donc, il y a les synagogues, donc il y a les écoles. Au niveau kashrut, mikveh. Donc, au niveau kashrut, il n'y a pas de restaurant kasher, malheureusement. Au cours des années, il y en a plusieurs qui ont essayé. Ça n'a pas vraiment tenu. On a 2 traiteurs kasher. Il y a un supermarché qui a un grand rayon kasher. On a un vada kashrut, il y a un rabbin qui est embauché. C'est un rabbin Chabad, il est embauché par la fédération pour superviser le Arwa Vada Kashrut. Donc, lui, il s'occupe du rayon kasher au magasin qui a une boucherie, il s'occupe de superviser les traiteurs et les différentes compagnies ici qui ont un Hersher. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée typique dans ton Bet Chabad? Une journée typique dans notre Bet Chabad. Donc, c'est un peu différent maintenant à cause de COVID. Ouais. Mais en général, une journée typique. Donc, on n'a pas encore de minyanim le matin pendant la semaine. Comme j'ai dit, on vit dans une communauté qui n'est pas très affiliée. Une journée typique, normalement, on a un daycare, child care center, donc c'est une crèche au centre, donc ça commence très tôt le matin. En général, j'arrive au bureau le matin, on a faire quelques coups de fil, arranger des programmes. On a quelquefois des lunch and learn, des programmes où les gens viennent étudier à l'heure du midi. Beaucoup de programmes de l'heure du midi, en général, je le faisais au centre-ville, quand les gens travaillent au centre-ville. Tous les mercredis, par exemple, je donnais un cours de Gemara, un cours de Talmud au département de justice du Canada, où des avocats ils se rassemblaient, puis on analysait, on comparait les lois du Talmud et les lois du Canada. Donc, il y a beaucoup de programmes que je fais dans le centre-ville. Maintenant, c'est un peu différent. Dans l'après-midi, on a beaucoup de classes, après l'école, de classes pour les bar mitzvah, bat mitzvah. On est dans une communauté où il y a beaucoup de familles, de jeunes familles. Donc, on a vraiment créé un centre où les familles, vraiment, ils reçoivent leur connexion au judaïsme dans tous les niveaux. En soirée, on a des cours pour les adultes. Shabbat, on a des minyanim. Dimanche matin, on a un Hebrew School, un Talmud Torah, qui avait avant Corona une centaine d'élèves. Maintenant, on a à peu près une trentaine. Les autres, on a un programme qu'on fait virtuellement. Donc, vous avez déjà réouvert les portes pour les programmes en personne? On a réouvert en juillet. En juillet, la province de l'Ontario, ils ont laissé les endroits religieux de rouvrir. On est limité d'après le nombre de participants.
mais il y a beaucoup de gens qui sont aussi, qui ont peur de sortir. Donc, il y a beaucoup de programmes actuellement qu'on fait virtuellement à la place en personne. Et Shabbat, vous avez repris les minyanim? Donc, Shabbat, on a repris les minyanim. Avant Corona, on avait à peu près 50-60 personnes qui venaient tous les Shabbats. Maintenant, on a à peu près 20-25 personnes. Donc, c'est la réalité. Mais tous les vendredis, à Erev Shabbat, on se rencontre sur Zoom pour ceux qui ne viennent pas en personne, pour pouvoir faire un L'chaim et puis faire quelques prières, partager quelques mots. Oui. Donc, on essaye de se connecter comme on peut. Bravo. Bravo. Alors, quelles sont les difficultés particulières à ton Bet Rabbah, dans Bet Rabbah à Ottawa? Les difficultés avant Corona. Avant Corona. Ça a changé le monde entier, mais... Les difficultés, les difficultés, ils ont changé à la mesure du temps. Ça dépend. Au début, les difficultés, c'était vraiment de s'établir dans la ville, de vraiment de trouver les gens qui participeraient au programme, de trouver les gens qui supporteraient les programmes financièrement. Il y a 6 ans maintenant, on a construit le building que vous voyez derrière moi. Donc, on s'est vraiment établi comme une organisation qui a à l'intérieur une synagogue, une crèche, une école. Et puis, les difficultés maintenant, c'est vraiment de pouvoir de rentrer, vraiment de faire des programmes, de faire plus de programmes pour qu'il y ait plus de familles juives qui s'intéressent et qui participent. C'est une difficulté premièrement financière, mais c'est aussi une difficulté que au présent, c'est juste moi et ma femme. Enfin, on a un administrateur qui s'occupe du bureau. La crèche, c'est un département complètement différent et pour le Talmud Torah, on a aussi des professeurs qu'on emploie. Mais juste au jour le jour, pour grandir les programmes, on est à un point maintenant quand on a besoin d'avoir de plus d'aide. Comme on dit, manpower. Power. OK. Ressources humaines, je crois. OK. En parlant de ta femme, quel est le rôle de la shlucha dans tout ça, dans cette organisation? Le rôle de la shlucha dans une shlichut en général, c'est vraiment un partenaire égal. Dans notre cas à nous, ma femme est la directrice de notre école du Talmud Torah. Et puis tous les programmes qu'on fait, on le fait ensemble. Donc c'est un rôle égal. Et c'est une chose que les gens dans notre communauté, ils apprécient vraiment. C'est un peu différent du rabbin traditionnel qui a été engagé par une synagogue pour servir les fonctions du rabbin. Et puis, la femme n'est pas toujours attachée à la choule. Dans notre cas, c'est un rôle égal. Si c'est organisé, les détails des bar mitzvot, des mariages, des kiddushim, de tous les programmes, on partage ça vraiment d'une façon égale. J'avais vu une fois un article quelque part qui disait que Chabad est la seule organisation juive ou une des seules organisations où le rôle des femmes, c'est 50-50, 50%, 50%. Mm-hmm. Dans le sens où c'est pas, il y a dans d'autres organisations, je ne sais pas, fédération ou d'autres choses. Je ne connais pas les chiffres, 60%, 70% d'hommes et 30 ou 40% de femmes, etc. Mm-hmm. Mais chez Chabad, c'est vraiment moitié-moitié. Ouais. C'est sûr. De l'autre côté, alors, bon, on a parlé des challenges, on a parlé des difficultés. Quels sont les accomplissements particuliers dont on peut dire, voilà ce qu'on a accompli ici? Maintenant qu'on est là près de 25 ans, je peux dire ce qu'on a accompli,
À part le fait qu'on peut déjà, on a déjà quelques familles qui sont vraiment devenues Shomrei Torah ou Mitzvot, qui sont devenues plus religieux. On a vraiment on a vraiment établi la présence Chabad en ville comme une des shuls qui est acceptée comme tous les autres. On a des bonnes relations avec notre fédération. On est reconnu dans la ville comme une organisation juive, que quand il y a quelque chose qui se passe, on doit faire partie de la discussion. De construire notre centre, c'était aussi un grand accomplissement. Quand on a commencé avec notre rêve de vouloir créer un centre, la majorité des gens dans la ville ils pensaient que c'était un rêve qui n'allait jamais se matérialiser. Donc, mais à part ça, le fait qu'on peut avoir des centaines de familles qui ont une connexion avec le judaïsme grâce au centre, je pense que c'est la chose la plus... notre accomplissement le plus grand et que je suis sûr donne beaucoup de nachat, beaucoup de plaisir au Meshalech, au Rabbi qui nous a envoyés. Justement, en parlant du Rabbi, quelle est l'inspiration que tu reçois du Rabbi, disons, de manière régulière en ce moment, après Gimel Tammuz, après 25 ans de Shlichut? Je pense que c'est l'étude des mamarim et de ces sikhot, c'est de s'assurer que j'ai toujours un moment régulier où je peux étudier les mamarim et les sikhot pour rester attaché aux directives et rester inspiré par ce que le Rabbi voulait qu'on accomplisse. Donc, mais c'est en général, c'est la façon dans laquelle on s'attache au Rabbi par l'étude de ces sikhot et mamarim, mais je pense que et spécialement pour un shaliach, c'est très facile de devenir un fonctionnaire de la communauté juive qui a un job. Voilà, c'est ce que je fais pour gagner ma vie. D'être un shaliach, c'est beaucoup plus de ça. C'est vraiment d'emmener la vision du Rabbi et pour rester attaché à cette vision, il faut vraiment continuer à étudier d'une façon régulière. Est-ce que tu peux développer ça un peu? Quelle est la différence entre la vision du Rabbi ou un shaliach et juste un fonctionnaire? Il y a le Professional Jewish Outreach, un truc comme ça. Les professionnels du Kiro. Quelle différence? Quand tu es un outreach professional, si tu es juste un fonctionnaire de la communauté juive, c'est un travail comme un autre. C'est un job comme un autre. Je ne pense pas qu'il y a la dédication qu'un shliach est là. D'être un shliach, c'est beaucoup plus de juste un job. Si la fin du mois arrive et on voit que les fonds ne sont pas là pour pouvoir gagner sa vie, un shliach, il ne laisse pas tomber sa fonction et il cherche quelque chose d'autre. C'est vraiment une dédication que le Rabbi nous a inspiré d'être vraiment dédié à chaque juif pour pouvoir les rapprocher du judaïsme, de la Torah et de la mitzvot. Bon, très bon. Alors, sur cette idée-là, qu'est-ce que tu voudrais que les gens comprennent mieux sur Chabad et qu'ils ne comprennent pas encore vraiment? Ici à Ottawa ou en général? Commençons par Ottawa, on peut extrapoler à partir de ça. Donc, ce que j'ai trouvé dans mon expérience ici à Ottawa dans les dernières 25 ans, c'est qu'il y a une certaine réticence des gens qui ne sont pas religieux d'avoir affaire avec quelqu'un de religieux. Ça peut être à cause des médias, ça peut être à cause des stéréotypiques, c'est cela? Non? Je pense. Okay. J'ai même un problème que toi. Quelqu'un m'a dit une fois que je parlais en traduction simultanée.
En anglais, je traduis directement en français. Donc, Je pense que je suis à ce stage-là maintenant. Je voilà, parle en exactement. anglais, mais je parle en On français. prétend parler en français, mais en fait, c'est de l'anglais derrière. Donc, Euh, donc, je pense qu'en général, les gens qui ont jamais avoir affaire avec des gens religieux, ils ont cette réticence et ils pensent que les gens religieux, ils ont des cornes sur leur tête et puis que vraiment, c'est pas des gens avec qui on peut avoir affaire, avec qui on peut développer une relation. Euh, je pense qu'au mesure des années, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu que les gens, quand les gens ils réalisent que quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un c'est un être humain comme un autre. C'est un être humain qui peut faire des fautes comme quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un qui a quelque chose de plus profond dans leur vie. Euh, ils peuvent commencer à respecter, vraiment à apprendre la relation qu'on peut créer avec des gens qui ne sont pas encore religieux. Ça peut être quelque chose de très fort. Donc, ce que j'ai trouvé moi ici, c'est que le mouvement Chabad étant religieux, quand les gens ils me voient, ils voient quelqu'un avec une barbe, un chapeau, je n'ai pas de chapeau ici, mais bon, ils pensent toujours que, par exemple, notre centre, que quelqu'un qui vient chez nous à la choule, c'est tous des gens avec des vestes noires et des chapeaux et des barbes, ce qui est loin de la réalité. La réalité, c'est que je suis le seul en chapeau et barbe. Mais une fois que les gens ils peuvent développer une relation humaine avec le shaliach, ça a beaucoup d'effets. Et donc, le message, vraiment, si c'est le message pour le monde, le message, c'est que les gens, ils doivent être ouverts d'esprit. C'est intéressant que les gens disent toujours que les gens religieux sont fermés d'esprit. Mais si les gens qui ne sont pas religieux seraient un peu plus ouverts d'esprit et puis pourraient commencer à connaître un peu plus la vie des gens religieux, je pense que ça ferait pour un meilleur monde. OK, c'est vrai. C'est vrai. Alors, changeons un petit peu de sujet peut-être. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec? Ben, je voudrais bien que Mashiach il arrive parce OK, que quand le Mashiach arrive, ça va résoudre tous les autres problèmes. OK. Donc, Fair enough, c'est bon. Euh, Au cas où Chaz v'Shalom, Mashiach n'arrive pas tout de suite, mais quels seraient tes souhaits, tes espoirs pour la communauté dans les années à venir? les espoirs pour la communauté, c'est que à Ottawa, comme dans les autres pays dans l'Amérique du Nord, la difficulté aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas affiliés, les gens ne sont pas éduqués sur leur judaïsme. Donc, mon rêve, ça serait vraiment d'avoir quelques shluchim pour continuer le travail que nous avons commencé, de vraiment avoir chaque famille dans notre ville qui pourrait être touchée d'une façon que ça les attacherait à leur judaïsme d'une façon très concrète. Il y a déjà combien de shluchim à Ottawa en ce moment? Donc, il y a à peu près 5-6 shluchim. On a un shaliach qui est dans le centre-ville pour les étudiants. Il y a un petit minyan Chabad où il y a 2 shluchim qui s'en occupent dans un autre quartier. Un des shluchim est plus occupé dans l'éducation. Il travaille à l'école, il s'occupe du minyan là-bas. Donc, on a à peu près 5-6 shluchim déjà en ville. Mais il y a de la place pour d'autres, il faut les faire venir d'autres. Enfin, tu voudrais, en tout cas. Oui, ouais. OK. D'une façon organisée. Oui. Oui, bien sûr. Absolument. Par rapport à ta famille, des espoirs, des souhaits pour ta famille dans les années à venir?
Ben, on espère qu'ils vont trouver des bons shidduchim, des bons partenaires Amen. Amen. et qui vont pouvoir construire leur famille à eux et nous donner beaucoup de nachat, beaucoup de plaisir. Amen. Il y en a qui veulent revenir à Ottawa pour être en Chine. C'est une possibilité, pas tous, mais c'est définitivement une possibilité pour certains d'eux. Certain. Et OK. puis, ça serait bien sûr un plaisir. Je pense que une des difficultés la plus grande, quand on parle de difficultés, c'était d'avoir envoyé mes enfants après l'école élémentaire, après leur bat mitzvah pour high school. On devait les envoyer à New York, comme on n'a pas de high school ici. Ouais. Donc, c'est sûrement la chose la plus dure, la chose la plus difficile comme un parent qu'on a dû faire avec tous nos enfants. Maintenant, on a juste notre fille qui est la plus jeune, elle a 12 ans, elle est à la maison. Les autres, ils sont tous, ça fait déjà quelques années qu'ils sont tous en dehors du pays. Et puis, la plus jeune, elle est en 7e année, donc dans 2 ans, elle aussi, elle ira à New York. Donc, c'est la chose la plus difficile. Donc, si on pourrait avoir certains d'entre eux qui reviendraient habiter ici, ça nous donnerait beaucoup de plaisir. C'est une chose dont la majeure partie des shluchim que j'ai interviewés me disent la même chose. La difficulté d'avoir les enfants qui partent, c'est très difficile. Ouais. Mais c'est sûr. Nous, j'ai eu beaucoup de chance que mes beaux-parents habitent à New York et puis ils ont la bonté d'avoir mes enfants qui habitent chez eux. Maintenant, j'ai 4 de mes enfants qui habitent chez eux, ça fait déjà quelques années. Ouais. Donc, au moins, les enfants, ils ont un environnement qui est un peu plus un environnement familial, mais c'est quand même c'est difficile pour nous les parents. Bien sûr, bien sûr. Okay. Un message pour conclure? Un message pour conclure. Le message, il est que d'être un shliach, c'est pas seulement une mission qui est pour ceux qui sont des shluchim officiels. D'être un shliach, c'est vraiment une mission pour chaque juif dans notre environnement, dans notre ville, dans notre quartier. On peut tous être un shliach. D'être un shliach, ça veut dire qu'il faut allumer une bougie pour que ça soit plus clair pour tous ceux qui se trouvent autour de nous. Et donc, ça veut dire de parler aux gens autour de nous, d'être un bon exemple et d'inspirer d'autres d'être un bon exemple pour qu'eux, ils puissent inspirer d'autres à leur tour. OK. Merci beaucoup. Très beau message. Beaucoup d'attention. Merci. Et puis bonne continuation avec tout le travail que tu fais virtuellement. Okay. De temps en temps, on fait un peu de travail, pas juste virtuel aussi. Oui. OK, good. Merci beaucoup de ton temps. Et à la prochaine, c'était un plaisir de pratiquer mon français un petit peu. Je pratique tous les ans en février en général. Je donne un cours aux étudiants de médecine à l'Université d'Ottawa dans le programme français. Je leur donne un cours sur tous les aspects religieux qui peuvent les toucher dans leur pratique. Dans leur pratique dans le cadre médical. Donc, chaque fois que j'enseigne à l'université, et puis je suis devant une centaine d'élèves, et puis je trouve que je cherche mes mots en français. Donc, ça, c'était une bonne pratique un petit peu. Bon. Et puis, merci, et puis bonne continuation. Merci beaucoup à toi aussi. Bonne continuation. Au revoir.